Voilà, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais rapprocher le micro pour que vous m'entendiez bien. Bienvenue, bienvenue ce matin pour ce grand entretien avec Marie Favreau. Bonjour Marie Favreau. Bonjour. Un grand entretien dans cette belle salle des États généraux qui est organisé en partenariat avec la revue L'Éléphant que je représente ce matin. Je voudrais rapidement vous présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous avez fait un doctorat d'histoire, bien sûr, en France et en Italie. Vous avez débuté votre carrière universitaire comme membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, au Caire. Et puis ensuite, vous êtes allé du côté de Princeton. Vous avez eu une bourse Fulbright à l'Institut des études avancées. Vous êtes aussi passé par Oxford. Donc ces circulations, elles sont aussi intéressantes, peut-être pour comprendre comment certains... un regard peut-être pas seulement du point de vue français, mais aussi avec l'apport d'autres écoles, si je puis dire. Vous avez notamment à Oxford contribué au projet européen Empire nomade, et vous avez écrit sur ces sujets-là, alors en anglais et en français. Ce qui est intéressant aussi avec ce livre, c'est que vous l'avez d'abord écrit en anglais, et puis vous l'avez vous-même traduit, ce qui est un exercice sans doute plus compliqué que ça en a l'air. Donc vous avez écrit en particulier sur Gengis Khan, la Horde et puis l'islam. Je crois que vous avez aussi exploré un petit peu comment on pouvait transformer ça en bande dessinée sur cette histoire donc des Mongols. Alors vous vous enseignez actuellement en tant que maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Et puis, j'ai envie de dire, le dernier chapitre qui s'écrit de cette histoire, c'est que ici à Blois, demain, à 18h30, vous allez recevoir le grand prix des rendez-vous de l'histoire dans l'hémicycle de la Halograin. Donc là aussi, un beau succès déjà pour ce livre. Est-ce que, c'est la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous êtes surprise par la bonne réception de ce livre qui est sorti, je crois, en début d'année? Est-ce que ça vous a surpris, cette réception assez exceptionnelle pour un sujet, somme toute, assez marginal? Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Et effectivement, oui, ça m'a surpris. Et en fait, à vrai dire, ce livre et mon travail avaient commencé à circuler déjà dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Et c'est lié bien sûr à ces recherches que j'ai pu faire dans d'autres universités, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Égypte, aux États-Unis et en Mongolie maintenant. Et quand j'ai écrit la première version de ce livre en anglais, il y a eu immédiatement des demandes de traduction dans de très nombreuses langues, mais pas en français. Et donc, je me disais, c'est vrai qu'en France, on n'a pas de tradition de travail sur l'Empire mongol. J'ai des collègues qui ont déjà publié des livres il y a longtemps sur l'Empire mongol, mais de manière vraiment très exceptionnelle. Peut-être que vous connaissez ou avez entendu parler de René Grousset. C'est un livre qui date des années 40. Donc, depuis, nombreux sont mes collègues qui, en réalité, s'intéressent à l'Empire mongol et travaillent de manière un peu sur les franges de l'Empire, sur la périphérie de l'Empire. Mais il n'y a pas d'école historiographique en France. Donc, ça me semblait être... Et quand j'ai eu cette formidable proposition chez Perrin de faire ma propre traduction en français, donc de passer de l'anglais au français, je me suis dit, mais je vais le faire. C'est un challenge, c'est sûr, mais je vais le faire. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'était le fait je me rendais compte qu'il fallait que j'invente un vocabulaire parfois en histoire. Il y avait des termes, je les avais toujours employés en anglais ou en russe ou en mongol éventuellement, en turc, mais en français, je me disais comment je vais les traduire ces termes. Comment il y a une langue à inventer sur cette question de l'Empire mongol. Donc voilà. Donc, une langue à inventer, mais sans doute peut-être dans la mesure où c'est un terrain relativement peu défriché par les historiens ou les historiennes français, du coup peut-être une plus grande liberté, j'imagine. Absolument. Pour moi, ce qui était essentiel quand j'ai travaillé sur l'écriture de ce livre, c'était de me dire, il faut que mes étudiants, qui sont souvent ceux que j'ai en tête quand j'écris, il faut qu'ils comprennent. L'important, c'est que ce soit clair. Donc même si la phrase est simple, l'important, c'est vraiment d'être clair parce que je vais parler de lieux. Il y aura des termes géographiques qui seront complexes. Il y aura de nombreux noms propres dans différentes langues. Donc il y a plein de petites barrières comme ça. Et si on veut pouvoir vraiment rendre le tableau efficace aussi, transmettre, il faut que la langue serve le propos. Donc ça a été mon choix.
Et puis, nos auditeurs le verront par eux-mêmes. Effectivement, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de ces questions-là pour comprendre votre livre. Donc ça, c'est aussi un vrai défi dans l'écriture, de rendre ce travail accessible pour les étudiants, mais aussi pour le grand public. Absolument, c'était essentiel pour moi, sachant que je savais que beaucoup de gens n'auraient pas d'outils sous la main pour comprendre cette histoire d'Empire mongol. Il fallait que dans le livre, il y ait déjà suffisamment d'informations pour qu'ils aient, je l'espère, envie d'aller voir plus loin, évidemment, mais en même temps donner suffisamment d'outils pour pouvoir analyser cette période, pour comprendre les enjeux, pour comprendre pourquoi ça nous touche, nous, même Français ou Européens. Donc ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Alors, vous-même, comment vous en êtes venu à travailler sur cette civilisation, sur cet espace? Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur les Mongols? J'imagine que en première année, deuxième année de fac de licence d'histoire, on n'a pas de cours qui vous font découvrir cet univers-là. Donc vous, comment vous y êtes arrivé? Alors, absolument. En réalité, je n'avais jamais entendu parler de l'Empire mongol avant ma 3e année de licence. Donc, 3e année en fac d'histoire à la Sorbonne. Et tout d'un coup, j'entends parler de l'Empire mongol. Et je me suis dit, c'est étonnant. Jamais, cours de mes études jusque-là, j'en ai entendu parler. Et je me rends compte de l'ampleur de cet empire. Et donc ça m'a intriguée. Je dois dire, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai étudié l'histoire, mais j'ai étudié des langues aussi, le russe et l'arabe. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment s'était fait l'islamisation d'une partie des populations qui vivent en Russie aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler des Tatars, je pense, probablement, qui sont aujourd'hui en partie en Crimée et en partie sur la vallée de la Volga, qui sont des populations pour lesquelles cette histoire de l'Empire mongol est extrêmement importante parce qu'ils rattachent leur conversion à l'islam à la période du XIIIe et XIVe siècle, qui est la période de l'Empire mongol. Et donc, quand j'ai compris qu'en Russie, il y avait eu ces populations qui s'étaient converties à l'islam au Moyen-Âge, ce dont je n'avais jamais entendu parler, bien sûr, mais qu'en plus, c'était lié à des Mongols. En fait, en tant qu'étudiante, je me suis dit, il y a tellement de pièces de puzzle éparpillées qu'il y a un travail de recherche à faire. Et c'est ça qui m'a lancée dans cette aventure, en fait. Alors, est-ce que justement, vous parlez de votre 3e année, est-ce que c'est lié à des livres particuliers, à des professeurs qui vous ont peut-être éveillé à cet univers? Alors oui, en fait, un de mes enseignants en histoire médiévale était tchèque. Et lui, il avait quitté son pays durant le printemps de Prague. Et c'est vrai que pour lui, donc c'est lui qui m'a parlé d'une certaine manière dans ses cours pour la première fois de la Horde d'Or. Et pour lui, c'était un sujet évident parce que dans l'historiographie et disons dans les écoles soviétiques et puis russes et dans les satellites de l'Union soviétique, on parlait toujours à un moment donné de l'Empire mongol et de la Horde d'Or parce que ça fait partie du programme scolaire, c'est un épisode de leur histoire nationale. Alors, il est plutôt traité en général de manière négative ou en tout cas de manière complexe, évidemment. Mais pour lui, c'était une évidence. Donc, je pense que dans son enseignement, il a transmis quelque chose à ce moment-là. C'est vrai qu'après, évidemment, je me suis tournée vers des ouvrages en russe principalement. C'est tout ce que je pouvais trouver dans ma bibliothèque de la Sorbonne à l'époque pour pouvoir commencer à me documenter sur le sujet. Et je me souviens quand je lui ai dit, je crois que je vais faire mon master sur ce sujet-là, de la Horde d'Or, qui est donc la partie occidentale de l'Empire mongol, qui couvre la Russie actuelle. Il m'a dit, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir rester en France, parce qu'en France, vous n'aurez jamais assez de documentation, vous n'aurez jamais assez de spécialistes et vous aurez peut-être de toute façon jamais assez de sources. Et je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Voilà. Alors, on va reparler tout à l'heure précisément aussi du rôle qu'a pu jouer cette horde dans la construction même de la Russie et de son histoire. Avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre démarche, de votre méthode. Vous parlez de micro-histoire globale comme manière d'appréhender votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là ?
Oui, absolument. En fait, d'abord, ce terme-là, il m'est venu parce que un historien que vous connaissez peut-être, parce qu'il est venu à Blois, qui s'appelle Tim Brooke, a écrit un livre qui s'appelle Le Léopard de Kubilai Khan. Enfin, c'est la traduction française de son livre, et c'est lui qui a aussi poussé vers cette question de l'histoire, micro-histoire globale, qui a lui aussi défendu cette idée qu'on pouvait faire une histoire globale, donc une histoire de forme de mondialisation, de processus de mondialisation qui vont concerner, dans mon cas, pratiquement 2 continents, mais en même temps, essayer de s'approcher le plus possible, grâce à nos sources, des acteurs de l'histoire, et de ne pas en faire une histoire déshumanisée, de faire une histoire qui resterait une histoire des sociétés et des personnes dans les sociétés, en interaction entre elles, tant qu'on peut le faire, parce qu'on n'a pas évidemment autant de sources que pour des périodes contemporaines, mais je voulais que cette histoire, elle soit habitée. Je voulais que ce soit pas une histoire de grands réseaux économiques et de circulation et de fluide. Je voulais qu'il y ait un récit. Et c'était important aussi pour moi, c'était ma formation aussi d'historienne française, je pense, qu'il y ait du politique. C'est une histoire aussi qui est politique. Et dans mon travail, assez vite, quand j'écrivais mon histoire de la Horde, donc on me demandait surtout mes collègues russes, par exemple, ils me disaient mais quel aspect tu vas traiter, quel aspect t'intéresse? Et je me rendais compte que je pouvais pas séparer, c'est-à-dire oui, j'allais parler de l'économie, mais j'allais parler du social, mais j'allais parler du politique, mais j'allais parler d'éléments artistiques, spirituels, religieux, et il n'était pas question de séparer ces éléments-là parce qu'ils étaient en interaction les uns avec les autres dans le cadre du récit. Alors, en vous lisant, on a quand même l'impression que on a à peu près tout faux sur les Mongols, d'une certaine manière. Comment expliquer que cette histoire-là, dont on comprend qu'elle a une importance majeure pour beaucoup de pays finalement aujourd'hui, comment expliquer qu'elle soit restée méconnue pendant longtemps? Est-ce que c'est un problème d'image? Les Mongols ont-ils été très mauvais dans la communication? Oui, je pense que ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que surtout à partir du XVIe siècle, beaucoup de sources ont été réécrites. Donc, l'Empire mongol, ça dure jusque dans la deuxième moitié du XIVe siècle. C'est vraiment le plein XIIIe siècle et la grosse première moitié du XIVe siècle. Et ensuite, dans l'espace occidental de l'Empire mongol sur lequel je travaille, donc la Russie, en gros la Russie actuelle, ça va même durer jusqu'au XVe siècle. C'est pour ça que moi cet espace m'intéressait particulièrement. Mais vous voyez, en Chine ça s'arrête plus tôt, en Iran ça s'arrête plus tôt. Et simplement, les héritiers des Mongols au XIVe, XVe sont plutôt favorables à cette grande expérience politique qu'a été l'Empire mongol. Et quand on regarde les sources des XIVe, XVe siècles, on est en fait extrêmement surpris parce qu'on voit plutôt que les Mongols ont une image positive. Souvent, d'ailleurs, on veut se rattacher à la dynastie mongole, à la dynastie de leur fondateur, Genghis Khan, qui est mort en 1206, qui a créé un lignage très fort. Donc, c'est une référence politique immense. À partir du XVIe siècle, on voit qu'il y a des réécritures dans les sources, et par exemple, dans le cadre des sources russes, une réécriture de la plupart des chroniques qui sont à notre disposition aujourd'hui, et où là, de plus en plus d'éléments négatifs portant sur les Mongols sont insérés, pour des raisons d'évolution de politique locale. Et puis l'exemple mongol commence un peu à être un peu au loin, hein. Les enjeux deviennent différents, les Ottomans prennent de l'importance, donc le monde change. Et donc il y a ce XVIe siècle qui commence à modifier le discours. Et ensuite c'est vraiment XIXe siècle et début XXe siècle, grande période coloniale et période des États-nations, où les Mongols n'ont pas leur place, parce qu'en fait c'est un empire qui couvre beaucoup trop d'États-nations, donc personne ne sait où les mettre dans le discours national, parce que en fait ils sont en partage, et donc c'est compliqué. Donc on préfère les écarter. C'est aussi le moment où les discours nationalistes se réduisent à quelque chose de très monolithique dans le rapport à la religion, à la langue, à l'ethnie. Et donc, on n'aime pas le côté multiple de l'Empire, on n'aime pas le côté trop compliqué des langues et des religions diverses qui se côtoyaient à la période mongole. Ça dérange les discours nationalistes. Et donc de plus en plus, les historiens écrivent en présentant les Mongols soit comme des nomades barbares, soit comme des gens qui n'ont rien apporté sur le plan économique, ne sont pas productifs sur le plan économique. Alors, ce mot que vous avez choisi comme titre, la Horde, c'est de manière intéressante sans doute un des rares mots de la langue mongole qui sont utilisés peut-être en anglais, en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il correspond ?
Exactement, ce terme-là, ça a été mon combat un peu. Parce que, en fait, ce thème, il apparaît dans nos documents pour parler de l'État nomade, en fait, de l'organisation des nomades, mais qui est une organisation qui est d'ordre ou étatique ou impérial, en tout cas de l'ordre d'une grande sophistication. Et donc c'est quand je regardais ce terme dans les documents de l'Empire mongol, je me disais mais c'est le contraire de la manière avec laquelle on emploie nous ce terme. Il y a quelque chose d'un peu étonnant. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement ce terme-là, il existait en mongol, en turc, dans les langues asiatiques, mais à partir du XIIIe siècle, on le voit apparaître dans les langues latines, dans les langues slaves, dans les langues de l'islam, en persan, en arabe, comme si tout d'un coup, ce type d'organisation qui n'existait pas avant, qui n'était pas connu plutôt avant, de cette partie du monde, devenait extrêmement proéminente et surtout ne ressemblait à rien de ce que connaissaient les populations qui découvraient ces grandes organisations nomades tout d'un coup. Donc le terme a été gardé dans les sources par les témoins du temps. Et il n'avait pas nécessairement du tout une connotation négative. Ça, c'est venu donc après. Et du coup, j'avais vraiment envie un peu de réhabiliter le terme, de faire tout un travail d'abord sur aussi comment le terme avait changé, pourquoi. Et puis, je trouvais qu'il était intriguant. Je trouvais que c'était bien d'avoir d'autres termes que le terme d'empire, qui est un terme qui m'intéresse aussi, comme vous. Mais c'est vrai que c'est bien d'employer d'autres termes aussi. Ça nous permet de réfléchir autrement à ces grandes organisations politiques. Et donc, j'avais vraiment insisté auprès de mon éditeur américain, par exemple, pour garder ce terme, parce que qui pourrait paraître, on m'a dit, mais peut-être que les gens vont pas vouloir acheter un livre qui s'appelle Horde, ça paraît violent, etc. Je dis, mais oui, mais on va voir de quoi il s'agit. C'est pas du tout ce qu'on croit justement, et je crois que c'est vraiment le fil. Je voulais dérouler mon fil à partir de ce terme-là. J'ai envie de dire, le pari est réussi. Apparemment, tous les gens qui sont là ce matin ne sont pas effrayés, ou alors c'est qu'ils sont fascinés par cette violence. Alors vous vous intéressez en particulier donc à ce qu'on appelle la Horde d'Or, donc fondée par Joshi, qui est le fils aîné de Genghis Khan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte justement cette horde, que vous n'isolez pas des autres entités mongoles, dans quel contexte elle naît et elle se développe? Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs hordes. Dans l'organisation de l'Empire mongol, vous avez en fait un empire très décentralisé. Vous avez différents pouvoirs qui se partagent les grandes régions de l'Eurasie. Vous avez tout un pouvoir qui couvre en gros la Chine et la Mongolie actuelle. Vous avez un pouvoir qui couvre l'Asie centrale, un autre qui couvre l'Iran et l'Irak, et un autre qui est celui dont je suis spécialiste, qui couvre plutôt la Russie et puis en fait une partie de l'Europe orientale aussi. Et tous ces pouvoirs vont prendre à certains moments des noms différents, mais le terme de horde d'or, qui veut dire en fait horde impériale, est un terme qui ressort dans nos sources pour cette partie donc de l'ouest de l'Empire mongol qui m'intéresse et qui s'est créée sur le plan hiérarchique autour du lignage du fils aîné de Genghis Khan, donc Jochi. Donc ce lignage qui vient de Genghis Khan, qui vient du tout début du XIIIe siècle, va rester dans la construction politique mongole essentielle. En fait, 4 des fils de Genghis Khan vont avoir des positions politiques et des positions de pouvoir importantes dans différentes régions. Et moi, je me suis intéressée vraiment principalement à son fils aîné et à sa descendance, donc les fameux Jochi, qui sont des Mongols, bien sûr. Et en particulier à ces 2 fils, Batu et Horda, qui vont un peu être les véritables créateurs de cette entité. Alors, précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne le pouvoir à l'intérieur de cet espace? Comment, selon quelle logique? Alors, on comprend bien qu'il y a une lignée importante, la lignée d'or, au sein de laquelle le pouvoir doit être réparti. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou est-ce qu'il y a tout un tas de rites peut-être particuliers? Il y a des mots que vous utilisez en particulier. Vous parlez de l'Ulus, vous parlez du Kuriltai, qui est une sorte d'assemblée. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce fonctionnement? Oui, parce qu'on a cette image de l'Empire mongol qui est une image où le souverain, qu'on appelle le Khan ou le Khan, si vous préférez, comme Genghis Khan, serait tout puissant.
voire tyrannique, etc. Or, en réalité, le pouvoir mongol est un pouvoir extrêmement collectif. Il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau d'un conseil qui entoure les souverains et qui sont plusieurs. Ces conseils sont en fait des assemblées assez imposantes en nombre, probablement, qui se réunissaient plusieurs fois par an, sans doute au moins 2 fois par an. Donc on appelle Kurilté, en mongol, Kuriltai, dans le livre, ces assemblées. Et j'ai beaucoup travaillé sur le fonctionnement de ces assemblées qui donc entourent le souverain, sont un contre-pouvoir, le mettent sur le trône, peuvent le détrôner éventuellement, qui surtout sont intéressantes parce qu'elles prennent souvent énormément de temps pour décider de la succession du souverain. Donc c'est dans ces assemblées que se passe une sorte de vote, si vous voulez, pour décider de qui sera le prochain souverain. Ce souverain doit nécessairement être issu de Genghis Khan, donc il est du lignage d'or, mais ils sont nombreux à être du lignage d'or. Donc il y a quand même plusieurs options. Et le rôle de l'Assemblée a un rôle sur le plan politique du pouvoir collectif qui, moi, me semble extrêmement intéressant et qui n'avait pas du tout été perçu par beaucoup d'historiens qui se focalisaient sur le souverain. Ben voilà, il y a un souverain derrière l'autre, c'est ça une dynastie. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, il y a tellement de négociations dans ces assemblées. Et une des questions qui m'importait, c'était aussi de comprendre, sur le plan pratique, ces assemblées, puisqu'ils sont tous nomades, quand est-ce qu'ils se réunissent, comment ils font pour se réunir, etc. Donc il y a 2 périodes importantes. Une période probablement qui était autour de janvier-février, en hiver, où on sait qu'il y avait des assemblées qui se réunissaient à ce moment-là. Et surtout, la période clé, c'est la période à partir de mars-avril, la période du début de l'été, enfin du début de la belle saison plutôt, qui correspond à un moment donné où, dans les troupeaux, il faut s'arrêter de se déplacer quand on est nomade, etc. Parce que les troupeaux ont besoin de se reposer. C'est le moment de la lactation des juments, c'est le moment des mises à bas, etc. Et les nomades suivent aussi ce rythme, respectent en tout cas ce rythme de l'élevage. Donc c'est le moment où ils font pas la guerre, ils se posent et ils discutent. Et ils négocient, etc. Et ce que j'avais compris aussi qui m'intéressait, c'est que pour que ces assemblées soient valides, il faut que toutes les élites, tous les personnages importants, hommes et femmes, viennent en présence. Il ne s'agit pas de se faire remplacer, envoyer un député, etc. Ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, en fait. Et donc, pour que tout simplement même les décisions soient acceptées et considérées, si vous voulez, d'une certaine manière comme légales, il faut que les gens soient là, en présence, à un moment donné. Donc, surtout au moment de ce festival, moi j'appelle ça le festival de l'Aïrak, le lait de jument fermenté, mais qui est le moment où on se pose et on discute. Et ce qui est drôle, c'est que dans les sources et latines, souvent, on lit ils sont quand même mal organisés ces Mongols, ils ont tout un temps où on ne sait pas qui est le souverain, ils discutent, ça prend du temps, etc. Et quelque part c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est la démocratie, mais enfin d'une certaine manière il faut du temps pour qu'une décision soit validée, pour que tout le monde se mette d'accord, etc. Donc quand la politique prend son temps dans l'Empire mongol, c'est que les institutions fonctionnent bien. Oui, et quand cet interrègne est raccourci, c'est mauvais signe. Exactement. Ça veut dire qu'il y a sans doute de la brutalité. Alors, ce consensus, il n'empêche pas le conflit. Et peut-être que cette assemblée, c'est l'occasion de ritualiser le rappel de la domination. Mais il y a parfois des tensions. Mais il me semble que, en vous lisant, en éloignant les membres de la famille, ou l'espace de la steppe étant tellement vaste, finalement, on éloigne la personne qui potentiellement conteste, et que c'est aussi une manière de résoudre le conflit. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que la Horde d'Or est partie vers l'ouest à ce moment-là, et on reproduit ces logiques-là à l'échelle de l'intérieur de la Horde d'Or? C'est vrai que la construction de l'Empire mongol, qui donc démarre d'une zone qui correspond à la Mongolie actuelle, même plus exactement au nord-est de la Mongolie ou au nord de la Chine, si vous voulez, et qui va s'étendre tout d'un coup de la Corée jusqu'à la Hongrie, en gros, va permettre un déploiement de ces pouvoirs nomades, de ces hordes nomades, dans des zones qui sont des zones clés pour eux, en lien avec l'élevage et en lien avec le commerce. Ce ne sont pas en général des zones liées à des villes, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils auraient très bien pu s'installer à Constantinople, à Bagdad. Donc, en fait, ils font d'autres choix. Ils font des choix d'occuper plutôt la steppe et d'occuper les basses vallées fluviales.
où se déplacent donc les nomades dans ces zones-là, qui permettent pour le commerce effectivement de contrôler les échanges et également d'occuper des parties du monde qui n'était pas forcément très investi, même sur le plan démographique. La Horde d'Or se concentre beaucoup dans la région d'Astrakhan aujourd'hui, vous voyez, en basse vallée de la Volga, sur le nord de la mer Caspienne. Cette région-là, elle était avant les Mongols assez peu occupée sur le plan démographique. Il y avait assez peu beaucoup d'inondations. Oui, voilà. Et c'est vrai que les Mongols vont développer alors après, ce qui va devenir des villes, etc. Mais des constructions. Ils vont rester là-bas 3 siècles et ils vont créer une sorte de dynamisme dans des zones qui n'étaient pas avant. Voilà. Alors, je m'interroge aussi sur, dans ces rituels, dans ces assemblées, est-ce que les femmes jouent un rôle important dans ces questions de pouvoir? Elles ne sont pas absentes, elles participent? Oui, absolument. Ça, c'est aussi un élément intéressant qui est apparu au fur et à mesure de mon travail sur les structures politiques. C'est le fait que, bon, très bien, pour être souverain, il faut être descendant de Genghis Khan, sur la lignée paternelle. Mais la mère est essentielle, c'est-à-dire que seule l'épouse principale du souverain, normalement, peut être la mère de ceux qui vont être amenés potentiellement à régner après. Même s'il y a la possibilité d'avoir autant d'épouses légalement qu'on le souhaite, pour des raisons politiques, d'alliances politiques, les mariages peuvent se multiplier. De très nombreuses princesses byzantines vont épouser des souverains mongols, par exemple. Donc, des princesses coréennes, bien sûr, etc. Mais ce ne seront jamais leurs enfants qui pourront briguer le trône. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans deux choses. D'abord, le fait qu'effectivement, il faut toujours regarder les lignages maternels. On ne peut pas toujours s'en cantonner à dire que ce sont les descendants de Genghis Khan. En fait, ce sont les descendants de Genghis Khan et de sa première épouse, Berthe. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans leur système politique, ils ont des éléments de rigidité très forts qui sont... tout le monde ne peut pas briguer le trône. Donc, ils ne se sentent pas menacés parce qu'il va y avoir des étrangers, par exemple, dans leur système, etc. Ils vont ouvrir énormément parce que ce principe-là ne sera jamais changé. Et ça leur permet aussi, cette grande rigidité, d'avoir une énorme souplesse, finalement, pour accueillir donc, des gens qui ont des modes de vie totalement différents, des religions, des langues totalement différentes. On sait que de nombreux Italiens travaillaient pour les Mongols, par exemple, des Francs également, bien sûr, Chinois, Tangout et autres, des gens d'Asie centrale, des musulmans. Donc c'était vraiment extrêmement cosmopolite. Alors, vous parlez tout à l'heure de la saisonnalité, et c'est vrai que en fait, les aspects pratiques sont omniprésents dans le livre parce qu'elles permettent de comprendre aussi un certain nombre d'aspects. Et justement, comment on peut expliquer le fait que les Mongols dominent autant militairement? Est-ce que c'est pas justement le fait qu'ils inversent cette saisonnalité et qu'ils surprennent leurs adversaires dans des périodes traditionnelles d'absence de conflit? Oui, absolument. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a étonnée. Je n'avais pas entendu parler du tout à travers les ouvrages que j'avais commencé à consulter quand j'étais étudiante. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les Mongols faisaient la guerre, en tout cas au moment des grandes conquêtes, principalement, autant qu'ils peuvent, quand ils sont en contrôle, en hiver. Et l'hiver est visiblement, alors on ne sait pas à quel point il est aussi froid qu'aujourd'hui dans les régions du nord du monde, mais néanmoins, clairement, d'après les sources, très froid. Et donc, ça paraissait surprenant. On se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent ce temps-là? Et ce qui est sûr, c'est que c'est lié à l'élevage. L'élevage, je vous l'ai dit, c'est la belle saison, c'est le moment où on s'arrête, c'est le moment où on discute, c'est le moment où le politique prend le pas. Donc, en hiver, on bouge et on prépare les troupeaux et les chevaux à cela. Et les chameaux d'ailleurs. Et ensuite, l'autre raison qui fait qu'on bouge en hiver, c'est que les circulations dans le nord de l'Eurasie, elles se font en hiver parce que c'est le moment où les fleuves gèlent, où les rivières gèlent. Et c'est là où vous pouvez traverser. Donc on sait par exemple typiquement quand ils ont été au-delà du Danube, ils ont attendu que le Danube gèle. Il fallait que le Danube gèle, sinon ils ne pouvaient pas passer. Il y a plein de circonstances comme ça au moment des conquêtes où on voit que c'est lié à... qu'ils ont cette
cette intelligence de la saisonnalité, mais qui vont imprimer un rythme totalement nouveau aux populations sédentaires alentours. Les Slaves, par exemple, qui n'avaient pas du tout l'habitude de se battre en hiver et qui, du coup, étaient dans la désorganisation, etc., parce que c'était pas du tout la manière avec laquelle ils concevaient la guerre. Mais les Mongols imposent leur tempo. Et ça, ils montrent bien que pour eux, pour gagner une guerre, il faut être en contrôle du temps, en fait, et du rythme. Donc, voilà. Alors, il y a la question de la guerre et de la conquête, mais il y a aussi tout ce qui est construit et tout ce qui est encouragé, facilité. Alors, je ne veux pas passer vite sur ce point, mais il y a par exemple le service postal, quelque chose d'assez remarquable, qui va croiser les routes nomades. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu justement de la dimension peut-être économique ou commerciale. Il y a un concept qui est celui de Pax Mongolica, qui est souvent utilisé, et vous préférez parler du grand échange mongol, en particulier autour de ces questions de comment la Horde d'Or en particulier, en même temps que d'autres, mais spécifiquement la Horde d'Or, va jouer un rôle important dans les circuits commerciaux. Donc pourquoi ce terme-là de grand échange mongol, qu'est-ce qu'il signifie? Oui, ça c'est effectivement un des éléments importants de mon travail, qui était, donc vous comprenez, de choisir mes termes et de les changer parfois quand les termes qui circulaient dans l'historiographie me plaisaient moins. Puisque, en fait, je vous ai pas mal parlé à présent là, des conquêtes de la guerre, mais il faut que vous sachiez que dès le début du XIIIe siècle, tout en faisant ces conquêtes, les Mongols, qui ont l'intention de rester, de réorganiser, mettent en place des systèmes pour faire fonctionner ce qui est déjà un État. Ils ne sont pas dans une politique de terre brûlée, de la destruction systématique. Au contraire, on sait que Genghis Khan disait une ville qui est rasée, ça n'a aucun sens. Ce qui compte la richesse d'un empire, c'est les populations, c'est les gens. Donc c'est vraiment une image complètement à rebours de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les nomades et sur les Mongols en particulier. Et donc dans le principe de cette organisation de l'Empire, il y a quelque chose qui revenait tout le temps, c'était les circulations. Il faut que les gens circulent, il faut que les objets circulent, les technologies aussi. Et je me suis intéressée à la manière avec laquelle, de manière concrète, finalement, pratique, comment ils font ces circulations. Ils ne vont pas construire des routes comme les Romains. Donc quelles sont leurs institutions. Et ils ont développé tout un système de communication autour du YAM, ce qu'on appelle le YAM en français. Donc c'est le réseau postal, mais c'est aussi le réseau qui permet de transférer des ressources d'une partie à l'autre de l'Empire. C'est le réseau qui permet de se déplacer et qui en fait couvre tous les territoires de l'Empire et qui est constitué principalement de petits postes où vous pouviez vous arrêter si vous étiez quelqu'un qui avait un certain statut officiel, évidemment. Vous pouviez vous arrêter, pouvoir changer de monture, vous reposer, trouver de la nourriture, trouver un interprète, trouver des serviteurs si vous en aviez besoin, trouver une escorte si vous en aviez besoin, déposer un message, en reprendre un autre, etc. Donc tous ces petits postes qui couvrent l'Empire sont ce qu'on appelle donc le YAM, et construit cette espèce de grand réseau de communication qui permettent aux Mongols de se parler vite aussi, voilà, à travers cet immense espace. Donc, dans mon travail, quand j'abordais ces questions-là, ce qui revenait dans l'historiographie, c'était ce terme de Pax Mongolica, qui est formé un peu comme Pax Romana, sur cette idée qu'il y a la conquête et puis après il y a la paix impériale, etc. Qui est déjà très discuté parmi mes collègues, pas forcément accepté. Mais dans le cadre des Mongols, d'abord, je cherchais un terme qu'ils auraient pu employer eux. Et puis ensuite, je trouvais que ça ne correspondait pas du tout au rythme et au développement de l'Empire mongol, qui, dès le début, dès le XIIIe siècle, en fait, développe ces institutions dont je vous ai parlé, ces institutions liées au commerce et aux circulations. Et ce qui me paraissait aussi important, c'était de montrer que cet empire, il est en constante interaction avec le monde autour de lui. Et il y avait, dans le terme juste empire mongol, il y avait quelque chose qui était trop étroit d'une certaine manière, parce qu'on ne comprenait pas comment il interagissait, il projetait son pouvoir toujours au-delà de ses frontières. Un exemple, s'ils ne sont pas en guerre avec leurs voisins, ce qui arrive assez rapidement quand même au fur et à mesure du XIIIe siècle, immédiatement, ils établissent des traités de commerce et d'échange avec les îles aux épices, avec le Japon, avec l'Inde, avec le sultanat mamelouk, qui sont au départ des ennemis, mais qui vont devenir
des partenaires commerciaux, pour le dire. Et donc, en fait, leur empire est tellement intégré à ce monde plus vaste qu'il m'a semblé que c'était ça qui était intéressant et c'est ça que je voulais mettre en avant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce terme de grand échange, Mongol Exchange en anglais, renvoyait très bien au fait qu'il y a quelque chose qui dépasse les Mongols eux-mêmes à ce moment-là. Et je trouvais qu'aussi ça permettait d'expliquer qu'à partir du XIVe siècle, l'Empire mongol, il est toujours un peu là. Enfin, en fait, c'est pas vraiment l'Empire mongol. Mais disons que ce que les Mongols ont mis en place est quand même toujours un peu là. Et le terme d'échange, qui sort du mot empire, en fait, du coup, permettait de comprendre cela, il m'a semblé. Alors, il y a aussi sans doute un domaine, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, où il y a une grande fluidité, c'est la question de la construction des identités au sein de ce vaste ensemble, et on pense en particulier à la question religieuse, c'est-à-dire qu'il y a les religions traditionnelles de la steppe, et puis ensuite il y a les religions avec lesquelles ils vont rentrer en contact, le christianisme, le bouddhisme de l'autre côté, l'islam. Comment les autorités mongoles conçoivent leur relation avec ces différentes populations? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une tolérance complète, ou est-ce qu'au contraire il y a quand même des choses un peu plus compliquées que ça? Alors oui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Le terme de tolérance mongole est connu, tolérance religieuse. Donc j'ai évidemment été analyser tout ça à travers différents documents. Ce qui est sûr, c'est que dès l'époque de Genghis Khan, dès le début du XIIIe siècle, il ne faut pas imaginer les Mongols comme des gens isolés du monde, les nomades comme du nord-est de la steppe, comme des gens à part. Ils sont en connexion évidemment avec les grandes religions bouddhistes, chrétiennes, avec l'islam. Il y a beaucoup de chrétiens nestoriens qui sont dans la région qui correspond à la Mongolie actuelle, déjà bien avant le XIIIe siècle. Donc, quand l'expansion mongole va vraiment prendre son envol au début du XIIIe siècle, quand Genghis Khan et puis ses successeurs vont être en contact avec des communautés religieuses importantes, ils vont systématiquement créer des sortes de contrats avec ces communautés. L'idée pour les Mongols, c'est absolument pas que les gens changent de religion, se convertissent, deviennent comme eux, mais c'est qu'il y ait une entente claire entre les dignitaires religieux qui sont auxquels on demande un soutien, une loyauté très claire envers le pouvoir, évidemment, mais qui en même temps sont reconnus pour les Mongols comme étant potentiellement très efficaces avec leurs rituels, ayant besoin de temps pour prier et pour pratiquer leur religion. Donc ces contrats, dans mon ouvrage, j'appelle Tarkan, parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les sources de la Horde d'Or, permettent aux religieux, alors aux élites religieuses en tout cas, de ne pas payer les impôts et de ne pas faire le service militaire. Et en fait, les conséquences de tous ces systèmes de contrats, tout ce système contractuel avec les musulmans d'abord, c'est les premiers qui ont été intégrés à ce système, puis les taoïstes, les bouddhistes, les chrétiens, et quand je dis les chrétiens, c'est à la fois les orthodoxes, mais aussi bien sûr les franciscains, les dominicains, donc les catholiques, progressivement, et les juifs aussi, vont tous avoir ce statut-là. Et donc ces communautés religieuses, non seulement elles vont finalement relativement vivre en paix, avoir leur place et pouvoir pratiquer, elles ont une liberté de culte, c'est évident, mais par ailleurs, elles vont prospérer sur le plan économique puisqu'ils ont des exemptions importantes de taxes. Et dans mon travail, alors moi je me suis concentrée sur le côté, évidemment sur cet espace slave, pour voir quelles allaient être les conséquences, par exemple pour les communautés orthodoxes. Et c'est le moment où on construit des églises de pierre, c'est le moment où on investit en fait dans la terre, etc. Du coup. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant le fait que on a cette image de destruction des Mongols au début du XIIIe siècle. Les Mongols détruisent Bagdad, etc. Puis en fait, qu'est-ce qu'on voit qu'au début XIVe, toutes ces communautés religieuses sont florissantes, produisent sur le plan artistique des choses magnifiques. Donc il y avait quand même quelque chose à expliquer. Voilà. Et là, ça a été vraiment des choses qui sont venues avec les documents que j'ai découverts et que j'ai rassemblés petit à petit. Donc c'est pas vraiment une tolérance d'une certaine manière, mais c'est une volonté une politique impériale en fait. Donc voilà, et les gens sont quand même relativement contrôlés. On sait que on pouvait pas prétendre être un dignitaire musulman, il fallait pouvoir quand même prouver auprès du pouvoir mongol qu'on l'était, et à ce moment-là, on obtenait ce statut. Et puis effectivement, après il y a la conversion à l'islam de certains de ces rânes, mais qui va
continuer à coexister avec une grande sensibilité spirituelle liée aux traditions mongoles. Alors, vous évoquiez la relation avec les chrétiens orthodoxes. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement de la relation particulière avec la Russie. C'est-à-dire qu'on a cette relation finalement de domination quasi absolue sur les populations nomades, avec les populations sédentaires, sans doute un rapport un petit peu différent, et en particulier avec la Russie, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est en contradiction avec le récit national russe du joug tatar. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence en étudiant la relation, par exemple, entre Alexandre Nevsky, dont vous dites c'est l'homme des Tatars. Alors, je suis pas sûr que là, on cadre tout à fait. Quel genre de relation se met en place entre les autorités russes à Vladimir, à Moscou, et le pouvoir de la Horde d'Or? Oui, c'était évidemment un point important de mon travail. C'était cette relation très forte entre les principaux sujets de la Horde d'Or, qui sont donc les Slaves orientaux, en fait, hein, et puis les Mongols, de voir comment ça s'était construit sur 3 siècles, cette relation-là. Ce qui m'importait, c'était de montrer que c'est une relation qui va changer les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée dans l'historiographie que les Mongols, finalement, leur identité était assez faible, qu'ils allaient se disparaître impressionnés presque par la culture de leurs propres sujets sédentaires, etc. Donc cette idée qu'ils étaient dissous. Moi, c'était le terme qui revenait souvent, ils se sont dissous. Et je me disais, mais ils sont où? C'est pas possible. Et donc, en voyant dans les documents qui continuaient, en fait, évidemment, à avoir leur pratique spirituels, qui continuaient à pratiquer leur langue aussi, etc. Je me suis dit, ils ne sont pas du tout dissous, mais c'est vrai que les Mongols vont être changés dans cette relation avec les sédentaires, mais les sédentaires, et donc moi j'ai plus travaillé sur les Slaves, vont aussi se transformer du fait de la suzeraineté mongole et des relations qu'ils ont avec le pouvoir mongol. Quand on parle des Slaves ou des Russes, en fait, il s'agit de principautés, le pouvoir est fragmenté. Et il y a beaucoup de conflits, de concurrence entre les différents princes. Il y a un point de bascule à la période mongole, autour de Moscou. C'est Moscou, au moment de la conquête, au début du XIIIe siècle, dans mon livre, je dis c'est une bourgade, etc. Enfin, c'est vraiment une ville qui a peu d'importance sur le plan politique et sur le plan économique, par rapport à Novgorod, par exemple, qui est une ville, Vladimir, bien sûr, Kiev également. Et c'est à la période mongole, donc au fur et à mesure surtout à partir de la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle, que Moscou commence à prendre de l'importance au milieu de toutes ces principautés russes. Et c'était un phénomène intéressant que j'ai essayé d'analyser aussi dans mon ouvrage. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les Mongols qui ont décidé que ça allait être Moscou. Ce sont aussi les princes descendants d'Alexandre Nevsky qui ont réussi à montrer qu'ils étaient les plus capables de faire en sorte que les principautés russes payent l'impôt que les Mongols demandaient. On peut appeler ça un tribut, si vous voulez, mais enfin c'est un impôt dont le montant est fixé annuellement, qui est basé sur un recensement, et ça fonctionne partout comme ça dans l'Empire mongol. Et ce que les Mongols demandent à leurs sujets sédentaires, c'est de se mettre d'accord entre eux pour payer le montant de l'impôt. Après, finalement, leur cuisine politique locale, ça les regarde, sauf s'il faut intervenir. Et il arrive que le prince de Moscou demande au Khan mongol d'intervenir en sa faveur dans les politiques locales des principautés russes. Donc, en fait, quand on regarde les documents et qu'on regarde comment ça se passe sur le terrain, on voit que d'un côté, on a des princes russes qui reconnaissent en fait tout à fait le pouvoir du grand seigneur, qui est le Khan mongol, auquel ils vont demander de l'aide militairement, éventuellement. Et puis, en même temps, un souverain mongol qui a besoin de l'impôt russe, qui aussi considère les Russes et les princes comme ses enfants, en quelque sorte, comme faisant partie de la famille mongole. Et de nombreuses princesses mongoles ont épousé des princes russes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un tableau tellement différent de ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à travailler sur cette Horde d'Or, où je m'attendais à un conflit perpétuel, etc. Et en final, on a une relative bonne entente sur 3 siècles. Du fait aussi que les Mongols ne viennent pas s'imposer dans les villes, qui laissent les villages aussi pratiquer l'agriculture, etc. Et en même temps, très important, encore une fois, ça c'est vraiment la culture politique nomade, les princes russes, de même que les élites religieuses russes, doivent venir passer du temps dans la horde avec le souverain mongol. Ils doivent venir parfois plusieurs mois, on a même des cas de plusieurs années, séjourner avec les souverains mongols, vivre en nomade. Et pour les souverains mongols, c'est comme ça qu'on fait de la politique, c'est en face à face. Et c'est indispensable.
Alors, effectivement, vous parlez de durée, c'est-à-dire que peut-être c'est aussi une des premières choses qu'on n'a pas bien en tête quand on ne connaît pas cet univers-là, c'est qu'on ne parle pas de 10 ans, de 20 ans, de quelque chose de subi, mais on parle d'un pouvoir qui dure sur plusieurs siècles. Et en même temps, vous insistez sur son grand pragmatisme, sa flexibilité, l'adaptation permanente d'un point de vue politique. Alors, il y a cette question peut-être aussi par laquelle on peut terminer avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, c'est la question de la compatibilité du monde nomade avec la possibilité de construire un empire. Ibn Khaldoun, sans doute, vous dites, s'est trompé sur les Mongols. Est-ce qu'on n'a pas un exemple ou un contre-exemple d'un empire qui est basé non pas sur des villes, des institutions fixes, sur la pierre, mais qui fonctionne à sa manière? Oui, c'est une autre forme de pouvoir impérial, c'est certain. Moi, je m'en suis rendu compte de deux manières. Enfin, dans mon parcours, je me suis retrouvée dans un programme aux Pays-Bas où on travaillait sur les empires en Eurasie. Et j'étais la seule à travailler sur un empire qui, au final, était tout le temps différent de mes collègues qui travaillaient sur Rome, sur les Habsbourg. Et j'avais l'impression que c'était l'empire marginal, des institutions sur lesquelles ils travaillaient. Alors, il y avait parfois des ressemblances, mais j'étais toujours empêchée dans mes explications, dans mes analyses. Et j'ai eu la chance de participer à un autre programme après sur les empires dits nomades, qui a été mené par Pekka Hamalainen, qui a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être, l'Empire Comanche, et qui a ensuite fait un ouvrage sur les Sioux. Et qui a eu en fait dans son travail, alors lui il est plutôt moderniste, hein, il travaille aussi jusqu'au début du 19e siècle, donc pas du tout sur la même période que moi, médiéviste, mais il a eu ce problème dans son travail d'interpréter, de comprendre la grande structure politique, économique, le grand pouvoir sur lequel il travaillait, jusqu'à ce qu'ils disent, moi je vais utiliser ce terme d'empire pour parler des Comanches. Et c'est vrai que nous, on s'était rencontrés sur cette idée-là, où finalement, pourquoi est-ce que les empires sur lesquels on travaille sont vus comme marginaux ou à la marge? On pourrait dire aussi qu'en fait, ils ont représenté pendant une grande période de l'histoire, finalement, les empires les plus peut-être aboutis, en fait. Hein, et en tout cas, ils ont concerné sans doute beaucoup plus de structures politiques qu'on ne pense, qu'on appelait, vous savez, avec des termes du style chefferie, etc., enfin, tribu. Comme ça, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, le fait d'aborder ça complètement autrement, en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre comment cet empire avait pu durer, comment ce pouvoir, en tout cas, avait pu durer, ce qu'il avait pu transmettre, et puis aussi pourquoi peut-être il avait dérangé aussi pendant si longtemps. Et sur Ibn Khaldoun, Sur Ibn Khaldoun, disons que, alors ma position c'est pas de dire Ibn Khaldoun s'est trompé, non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment Ibn Khaldoun nous fait travailler sur le rapport de force entre sédentaires et nomades. Donc ça, très bien. Maintenant, dans le schéma d'Ibn Khaldoun, si vous lisez Ibn Khaldoun, dites-vous que ce qui est intéressant, c'est que les Mongols en fait sont des sédentaires dans son schéma. C'est-à-dire que en fait, ils sont en position de centralité et de pouvoir. Donc c'est vrai que leur exemple vient déranger le schéma d'Ibn Khaldoun, mais pourrait éventuellement, je pense, le réintégrer de manière intéressante. Et ce qui est sûr, c'est que Ibn Khaldoun a entièrement raison. C'est cette relation tellement forte à la période médiévale, au début de la période moderne, entre nomades et sédentaires. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous échappe complètement. On n'a plus du tout la vision de ces nomades au pouvoir, quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, historiens, d'essayer avec Ibn Khaldoun et d'autres, de voir aussi comment les contemporains percevaient ces rapports de force. Alors, je voudrais qu'on puisse donner la parole à la salle pour quelques questions. Donc, on vous invite à lever la main. Alors, on n'aura peut-être pas le temps pour toutes, mais levez bien la main qu'on vous voit parce qu'on a les lumières en face. Et puis, donc, il y a un micro qui va circuler. Alors, au fond, là-bas, on commence. On vous demande de vous lever pour qu'on puisse vous apercevoir. Allez-y, monsieur. Bonjour, je voulais revenir sur les relais de poste qui étaient disséminés sur tout le territoire. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. Est-ce que les gens qui s'en occupaient, est-ce qu'ils étaient payés? Et s'ils étaient payés, pour qu'ils aient un intérêt à rester, est-ce que dans ce cas, il y avait un impôt qui était prélevé par les Mongols et qui, du coup, faisait que c'était un État constitué? Oui, alors...
Je peux répondre allez-y. Une question l'une après l'autre. Alors, effectivement, ça c'est un élément très important. Oui, c'est totalement lié à un système de taxes. Donc, en fait, ce sont ces relais de poste sont soit tenus par des Mongols, par des membres de l'armée, soit tenus par des sujets, éventuellement, par exemple, ça peut être des sujets russes, qui reçoivent des taxes qui viennent des villages alentours ou des nomades vivant alentours, qui doivent apporter, on a une documentation assez claire là-dessus dans certaines régions, qui doivent apporter la nourriture, l'eau éventuellement, fournir ces relais de poste. Et fournir les relais de poste, ça peut être un des impôts les plus difficiles à payer pour les populations aussi locales. C'est quand même quelque chose à maintenir qui est compliqué. Et on sait que pour les populations locales, ça pouvait être parfois difficile. En fait, pour accéder à ces réseaux au YAM, tout le monde n'a pas droit à accéder à ce réseau. Il faut être porteur d'une espèce de passeport ou de sauf-conduit qu'on appelle Guérégé ou Païza, qui est une sorte de plaquette de métal sur laquelle il y a écrit, voilà, le porteur de cette plaquette a le droit d'avoir accès au YAM, a le droit d'avoir accès aux chevaux frais, etc. Et le problème qui s'est posé pour les Mongols, c'est que ces plaquettes de métal, elles étaient anonymes au départ. Donc il y en avait un certain nombre en circulation, et les fonctionnaires ou les officiels devaient, une fois qu'ils avaient terminé leur service, les renvoyer dans les hordes, et elles pourraient être après redistribuées. Mais en fait, les gens les gardaient dans les familles, vous vous en doutez bien, et donc ils se sont retrouvés à un moment donné, à la fin du XIIIe siècle, avec trop de tablettes en circulation, trop de gens avaient accès au YAM, donc ils ont dû effectivement prendre en compte la lourdeur que ça pouvait représenter pour les populations locales, etc. Tout ça pour vous dire que ce système, tous ces systèmes institutionnels, ces systèmes de taxes et d'imposition, ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment ils évoluent. Ils évoluent tout le temps. Les Mongols renégocient tout le temps ce type d'institutions et les font s'adapter aux circonstances sur toute la période. Alors, on a une question de monsieur ici devant et ensuite monsieur là-bas à gauche. Oui, ma question et ma remarque sont anecdotiques, mais ma mère parlait souvent de la Seconde Guerre mondiale qu'elle avait connue et parlait de la peur des Allemands, mais de la terreur, ça n'a rien à voir directement avec votre ouvrage, mais de la terreur des Mongols. Alors, j'aimerais savoir si cette terreur était réelle ou fantasmée, et si ces Mongols, qui étaient des supplétifs de l'armée nazie, comme les Ukrainiens, certains Ukrainiens, Biélorusses, ont eu un rôle spécifique, ou si c'était une peur qui était plutôt dans sa tête, ou dans la tête des gens de l'époque, parce que j'ai entendu ça très très souvent. Les Mongols, c'était encore autre chose que les nazis. Merci, alors, oui, je pense que là, je vais d'abord parler d'une période qui est vraiment fort différente. Je vais plutôt revenir sur ce terme de la terreur mongole, qui est une image qui a circulé longtemps, moins aujourd'hui. En fait, dans les sources anciennes, ce que l'on sait, c'est que les Mongols ont utilisé, étant un peu nombreux par rapport à dans le cadre des conquêtes, par rapport à ceux qui étaient sur le champ de bataille en phase 2, ils utilisaient des éléments qui terrifiaient. Ces éléments qui terrifiaient, ça pouvait être faire impressionner en faisant énormément de bruit, par exemple. Il y avait plein de sortes de techniques qui étaient mises en place pour effrayer, attaquer la nuit, attaquer par surprise. Voilà. Donc ils mettaient en place des techniques qui leur permettaient, a priori, de faire croire qu'ils étaient plus nombreux. Par exemple, voilà, pendant les conquêtes. Donc ça, c'est des choses qui sont restées, qui ont circulé dans les sources islamiques, latines, cette idée-là. Ils jouaient sur l'idée qu'ils étaient insaisissables, qu'ils étaient capables de tout, etc. C'est une image qui va leur coller à la peau après, évidemment. Maintenant, quand on regarde de plus près le détail des conquêtes, de ce qu'on peut voir d'après les documents archéologiques et autres, il n'est pas question de dire qu'il n'y avait pas de violence pendant les conquêtes, évidemment, mais est-ce qu'il y a eu plus de violence pendant les conquêtes mongoles que pendant les croisades ? Sans doute pas. Donc, je pense que après, il y a eu beaucoup d'emplois très négatifs de termes comme tatar, tartare, mongol, à la période contemporaine, qui sont venus finalement s'agréger à ces vieux récits des sources. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de débroussailler tout ça et de qu'est-ce qu'on met dans le terme mongol,
qu'est-ce que ça signifie ce terme, qui est-ce qui l'employait, dans quel cadre, etc. Donc moi j'ai aussi beaucoup travaillé sur le terme tatar, tartare. Quand est-ce que tartare, ce terme est apparu? 13e siècle aussi, c'est vraiment intéressant. Voilà. Mais je pense que vous seriez surpris de voir à quel point les sources ne sont pas que négatives sur les Mongols, même à la période médiévale. Il y a beaucoup de dévoiements qui datent de la période plus contemporaine. Après, il y a peut-être des cas particuliers que je ne connais pas. Oui, et sans doute c'est aussi peut-être une référence à des troupes soviétiques, voilà, avec des soldats venus d'Asie centrale. Ouais. Alors on va prendre la question de monsieur, puis ensuite madame, là-bas. Monsieur, si vous pouvez vous lever. C'était... Je crois. On vous écoute. Oui. Ah oui. Vous avez parlé du Kurultai tout à l'heure et à quel point est-ce que c'est un système de gouvernance de groupe et de cohésion de l'Empire. Mais comment est-ce que le Kurultai il va prendre en considération le fait que les Mongols, vous l'avez dit, vont se changer au contact des populations qu'ils vont conquérir? Par exemple, il y a des conversions au bouddhisme, à l'islam. La Horde d'Or, elle va se turquifier dans un sens où elle va adopter la langue turque, et même en Asie centrale avec Chagatai, etc. Comment est-ce que la cohérence des Mongols en tant qu'organisation politique va être impactée? Oui. Donc effectivement, les institutions se déploient dans le temps et le Kurultai en tant qu'institution va se déployer. Alors, pas tant pour des raisons de turquification, etc., ou des raisons de religion, ça touche assez peu. Enfin, il y a des conflits parfois entre les communautés religieuses au sein du Kurultai, ça peut arriver. Mais c'est plutôt la taille du Kurultai, comment il va se réduire, qui a le droit d'être dans le Kurultai, qui a le droit d'y entrer, qui va en sortir. Ça va être ces questions-là qui vont être importantes. Est-ce que les décisions sont prises avant et seulement... Finalement, le Kurultai vient juste ratifier des décisions déjà prises. Est-ce que les négociations se font avant ou pas? Ça, c'est des choses qui vont être discutées, qui vont changer aussi dans les différentes assemblées. Le nom même du Kurultai va changer. Donc pour nous, dans les sources, de repérer comment cette institution évolue, ça, c'est pas toujours simple. Et puis des scènes aussi de violence dans le cadre du Kurultai. Ça, c'est des choses qui sont décrites dans les sources, qui sont importantes. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution, effectivement, de ces conseils, de ces assemblées qui changent. Sur le plan linguistique, pour la Horde d'Or, vous savez, le mongol reste une langue forte, parlée par les élites jusqu'au XVe siècle, ça c'est certain. Voilà. Mais il y a des éléments turcophones, bien sûr, de même que mais dès le début, dès le XIIIe siècle, qui sont présents aussi au sud de l'Empire mongol. Donc ça, c'est le fait qu'il y ait des éléments linguistiques ou religieux autres, c'est le cas dès le début de l'Empire. Donc ça ne vient pas... créer un déclin ou des scissions. Ça, de ce côté, ils sont assez solides. C'est plutôt voilà, comment négocier toujours les successions, comment négocier le temps de parole aussi pour la discussion nécessaire pour la succession, qu'est-ce qu'on décide en Kurultai ou pas, est-ce qu'on respecte une décision prise en Kurultai ou pas, etc. C'est ces questions qui sont importantes. Alors, on a une question ici de madame. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir... où vous trouvez les sources et dans quelle langue et sous quelle forme? Est-ce que cet empire a gardé des archives, par exemple? Merci beaucoup pour cette très belle question. En fait, on a de très nombreuses archives sur l'Empire mongol. Alors, les sources sont en différentes langues. Le principe de cet empire, c'est qu'il fonctionnait avec plusieurs langues. C'est assez classique pour les empires, d'ailleurs, d'être dans le multilinguisme, mais aussi plusieurs alphabets. Donc ça, c'est très important dans la culture politique mongole. Donc on a des sources qui vont être en chinois, en persan, qui vont être en latin même, qui vont être en russe. En arabe. Donc le travail sur l'Empire mongol, c'est un travail du coup qui est nécessairement collectif. C'est-à-dire que si chacun travaille de son côté sur une petite partie des archives, c'est parfois nécessaire sur le plan technique, on ne peut pas tout maîtriser, mais il faut absolument aller parler aux collègues qui travaillent sur les archives mongoles dans d'autres langues, parce que c'est là où on comprend que des institutions qu'on croyait, par exemple, imaginez, moi je pourrais me dire, ces institutions sont propres à la Horde d'Or. Mais je me rends compte que mon collègue qui travaille sur les Mongols Yuan, qui sont donc du côté chinois, avec les mêmes institutions, même vocabulaire qui circule dans les documents, parfois m'aide à comprendre certains mots de vocabulaire dans mes textes. Donc il y a ce côté collectif, ce côté multilingue, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'écrits qu'on ne le croyait.
parce que, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on est nomade qu'on est nécessairement uniquement dans une culture orale. Et les Mongols, dès l'époque de Genghis Khan, ont utilisé l'écrit comme base de communication aussi pour faire passer les messages, pour gouverner. Et une grande partie des écrits sont conservés, une grande partie en tout cas, suffisamment pour qu'on puisse travailler sur l'Empire mongol, sont conservés dans des archives, alors qu'ils peuvent être... Moi, les archives sur lesquelles j'ai travaillé étaient à Saint-Pétersbourg, Moscou, en Crimée, à Istanbul, à Vienne, et puis principalement. Et puis après, il y a d'autres types de documents qu'on peut ajouter. Vous voyez, les monnaies, l'archéologie, c'est extrêmement important, les objets, voilà. Et puis moi, bien sûr, pas mal de choses dans les archives italiennes. L'Archivio dello Stato à Venise, tous ces marchands vénitiens qui sont venus s'installer dans l'Empire mongol. Et j'ai des collègues qui travaillent à Rome sur les archives et à Jérusalem sur les archives des franciscains, des dominicains, qui ont aussi beaucoup et qui ont été très présents dans l'Empire mongol, qui ont beaucoup décrit le pouvoir mongol. Et donc en fait, quand on réunit tout ça, on se retrouve avec un matériel extraordinairement riche. On va prendre une dernière question, monsieur au premier rang. J'avais deux petites questions très rapides et très connectées. La première, c'est, vous nous avez très bien expliqué comment les Mongols ont changé le monde slave. Qu'en est-il de notre monde très occidental? Quelle est l'influence que vous avez pu détecter? Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à nous? Et ma deuxième question, c'est traditionnellement, on dit que la peste noire est arrivée par le port de Kaffa à cause des Mongols. C'est une influence sur notre monde occidental. Comment est-ce que cette peste était déjà existante dans l'Empire mongol? Est-ce que ça les a désorganisés comme nous, ça a eu un impact très fort, la peste noire? Voilà. Est-ce que la peste noire a fait des ravages aussi dans l'Empire mongol? Est-ce qu'il y a des influences dans notre monde occidental? Merci. Merci. Je vais essayer de répondre vite à ces grandes et importantes questions. Donc d'abord pour la peste. Oui, il y avait certainement déjà la peste dans l'Empire mongol, enfin dans les régions du nord de l'Eurasie. La peste touche l'Empire mongol, même les populations nomades, autour de la à la mi-14e siècle, on va dire. Donc ça, c'est bien connu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça désorganise pas tant que ça le pouvoir mongol. Alors, il y a certaines zones où on sait que certains souverains ont été malades, mais on ne sait pas forcément si c'est la peste, etc. Mais ça désorganise pas les institutions mongoles, a priori. Moi, je me suis pas mal concentrée là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passait à ce moment-là, parce que la Horde d'Or, typiquement, survit très très bien à la peste. Donc, il fallait comprendre ce qui se passait. Ce qui est sûr, c'est que ça touche de plein fouet, par contre, de nombreux voisins des Mongols. Des gens avec lesquels ils sont en relation commerciale forte. Et donc, ça va toucher le monde islamique, ça va toucher évidemment l'Italie aussi, etc., qui sont des voisins qui sont essentiels dans le système économique mongol. Je vous ai dit, il est complètement dans le monde. Donc, c'est ça qui va être très compliqué à réorganiser pour les Mongols. À cela, il faut ajouter d'autres problèmes qui sont d'ordre aussi. Il y a eu des intempéries extrêmement importantes dans le côté chinois, etc. Donc, il y a une accumulation aussi de situations difficiles qui vont jouer un rôle dans le déclin du pouvoir mongol dans plusieurs régions autour de la deuxième moitié du XIVe siècle. Donc voilà, pour répondre un petit peu rapidement pour la peste. Et puis bon, c'est vrai que ça a toujours été un peu l'idée, si on a eu la peste, c'est parce qu'il y avait les Mongols. C'est toujours ça. Mais maintenant, évidemment, les chercheurs ont fait tellement de progrès dans les recherches sur les circulations de la peste qu'on voit les choses de manière plus complexe. Pour ce qui est de l'héritage, et pour nous peut-être Europe occidentale, latine, alors, ce que je veux souvent dire, c'est que l'idée, c'est pas de sauter du 14e, 15e à nos jours. L'héritage, il n'est pas direct aujourd'hui là, même si on est réunis tous ensemble, c'est un peu en lien avec l'Empire mongol. Mais non, l'héritage, il est très fort et très intéressant sur les 15e, 16e. Moi, je dirais surtout 15e siècle, c'est-à-dire que c'est toute cette période qui n'a pas été du tout, qui est complètement passée à la trappe dans plein d'ouvrages, même sur les mondialisations, sur des phénomènes que vous connaissez peut-être sous le nom de grandes découvertes. Vous avez évidemment tous entendu parler de Christophe Colomb, mais en fait, comment comprendre cette période si on ne va pas voir du côté du grand échange mongol avant? Qu'est-ce que les Mongols, non seulement ont mis en place sur le thème institutionnel, mais quelles espérances ils ont données aux marchands, aux politiques qui veulent eux aussi construire leur empire. Quand ils voient que l'empire mongol est en déclin, ils se disent c'est peut-être à notre tour. Et souvent, je dis aussi à mes étudiants, il y a un manuscrit de Marco Polo qui se trouve à la Bibliothèque nationale, qui est un manuscrit magnifique, plein de peintures et de miniatures, fait par des artistes parisiens qui datent du tout début du XVe siècle. Et ce manuscrit, il a été commandé par le duc de Bourgogne pour le roi de France, à une époque où finalement, on peut dire que l'Empire mongol est fini, même si la Horde d'Or, par contre, continue quand même du côté russe. Mais parce que le rêve
avec l'espoir, les possibilités, le dynamisme qu'a apporté cette période-là est totalement présent au XVe siècle. Et à mon avis, va nourrir combien de rêves, de désirs et de réalisations aussi à l'époque moderne. Donc c'est là où je vois cet héritage mondial. Alors, avant de conclure, je voudrais préciser que la librairie Labbé met juste après la conférence à la vente vos ouvrages avec un beau bandeau violet qui, je pense, correspond au prix que vous allez recevoir demain à l'hémicycle de la Halle au Grain. Donc ça, c'est juste après. Et puis, je voudrais juste citer peut-être les mots que vous citez en conclusion de votre livre qui définissent d'une certaine manière cette horde mongole. Vous parlez de tolérance, de coercition, d'exploitation, de protection, d'investissement et de conquête. Donc on voit que il y a des choses qui relèvent de différentes sphères. En tout cas, sur tout ça, comme sur beaucoup d'aspects qu'on n'a pas eu le temps de creuser aujourd'hui, voilà, on pourra consulter avec plaisir votre ouvrage. Merci beaucoup Marie Favreau pour cette intervention. Merci.